Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Fait Main, le podcast de la communauté Do It Yourself, dans lequel je vous emmène rencontrer des entrepreneurs créatifs. Je suis Mélanie Sénat et je suis ravie de vous accueillir sur mon podcast avec un nouvel épisode chaque samedi. Quel que soit leur support de création, ces entrepreneurs créatifs partagent avec nous leur parcours, leur quotidien, leurs doutes, leurs succès et leurs projets. Ce qui a souvent commencé comme un loisir créatif s'est transformé petit à petit en un métier et découvrir leurs coulisses est un régal pour notre inspiration. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir le parcours de Fran, de la marque Woolen Hearted. Elle crée des ours de collection depuis plusieurs années pour adultes et bientôt pour enfants. Elle nous explique comment elle a démarré la confection de ses ours, les valeurs qu'elle transmet dans ses créations, notamment grâce au choix des matériaux et le niveau de qualité qu'elle se fixe. Elle nous parle aussi de la manière dont elle gère la création en parallèle de ces deux maladies chroniques et invisibles. Vous l'entendrez, Fran prend l'image d'un sac à dos pour parler du poids supplémentaire que représentent ces maladies dans sa vie. Et ce poids fluctue en fonction de son état, donc son activité professionnelle est complètement liée à sa santé, et elle nous explique comment elle a réussi à l'accepter aujourd'hui. Son témoignage est important, je trouve, il m'a beaucoup marqué. On sort un tout petit peu de la création pure, mais c'est aussi au final la place de la création, je crois, de nous sortir des moments difficiles, quelle que soit leur intensité ou leur durée. Peut-être que cela fera écho avec vos propres histoires également, qui sait. Vous verrez, c'est une conversation pleine de douceur, avec en bonus ce délicieux petit accent britannique que j'adore. Bonne écoute! Bonjour Fran, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast Fait Main, bienvenue! Bonjour Mélanie, merci de m'accueillir. Alors, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît Fran et nous dire d'où vient ce joli accent? Oui, donc je suis britannique d'origine, mais je vis en France depuis maintenant 2009. Je vis avec mon mari qui est français, avec nos 2 enfants, et on est dans les Hautes-Pyrénées. Et je suis créatrice d'ours de collection pour adultes et enfants. D'accord, très bien. Alors tout ça, je le savais à peu près, sauf les Hautes-Pyrénées. Oui. Comment tu as démarré cette activité? Est-ce que tu as fait des études qui sont en lien? Voilà, raconte-nous un petit peu comment est arrivée cette passion pour les ours. Alors les études, j'ai fait des lettres françaises, mais en Angleterre. Ouais. Ce qui m'a... Et tu habitais où en Angleterre? Donc je suis du sud-ouest D'accord. et j'ai fait mes études à Bristol, aussi dans le D'accord. sud-ouest. Alors c'est mes études qui m'ont conduit en France dans un premier temps, et c'est là-bas, c'est pendant mon année à l'étranger que j'ai rencontré mon mari, que j'ai atterri dans les Hautes-Pyrénées aussi, et j'étais obligée de faire un mémoire pour mon année en Ouais. France, et j'ai choisi de travailler sur l'ours des Pyrénées. Ah, Donc d'accord. c'est pas là que ça a commencé, mais il y avait un petit lien quand même. Ouais, d'accord, c'est marrant. Ok. J'ai travaillé sur l'imaginaire de l'ours depuis les siècles derniers, et dans l'imagination aujourd'hui. Donc c'était d'un point de vue culturel que j'ai fait mon mémoire. Et sinon, ma passion pour les ours, je crois que je l'ai depuis toujours. Comme beaucoup de jeunes enfants en Angleterre, j'avais un nounours dans ma chambre enfant. Et j'étais assez bricoleuse comme fille, donc assez vite j'avais envie d'en avoir plus. Et comme mes parents avaient envie que j'apprends à fabriquer moi-même, c'est comme ça que j'ai appris à fabriquer des ours. D'accord. Bon, forcément, je fais la référence dans ma tête avec Paddington, Oui. qui est un ours très connu, un ours anglais très connu. Oui. Qui n'est pas un nounours finalement. Et c'est un vrai ours. Oui. Donc, mais il y a beaucoup dans la littérature britannique pour enfants, il y a beaucoup de nounours ou de ours, ou bien sûr, il y a aussi Winnie the Pooh. Bah, bien sûr. Dans les films, dans les séries pour enfants, il y a vraiment une présence d'ours, j'ai l'impression, dans la culture anglophone pour les enfants. Donc, Ouais. Et tu fais quelle différence entre le nounours et l'ours? pour moi, le nounours, c'est l'ours anthropologique. Donc, c'est un ours, mais pas
pas réaliste, on va dire. D'accord. Mes ours sont assez réalistes dans le sens où ils ont une bosse derrière, ils ont la gueule très longue. Enfin, ils ressemblent un petit peu aux ours du siècle dernier, mais c'est pas des ours sur quatre pattes. C'est un ours qui est assis un peu comme un humain en fait. D'accord, ouais, je vois, ok, très bien. Et je me rappelle, enfant, il y avait en Angleterre, il y a une association pour les vieilles dames qui est partout en Angleterre et ils sont très renommés pour leur bricolage et ils font souvent des ventes pour les associations ou pour des choses comme ça. Et en été, il y avait un marché de créateurs et il y avait un ours sur le stand de cette association et je meurais d'envie d'en avoir un et j'étais avec mon papa et il m'a dit tiens on va aller à la bibliothèque, on va trouver un livre pour apprendre à en fabriquer à la place. Et c'est comme ça en fait ça a démarré pour moi, les travaux manuels. Génial. C'était beaucoup la bibliothèque et puis du moi-même finalement. Ouais. Et en Angleterre au collège on a une matière qui s'appelle technologie, donc on fait à la fois la cuisine, travail de bois, couture, ça change selon le trimestre. Et quand j'avais 14-15 ans, il y avait la couture et le projet du trimestre c'était de faire un jouet pour un enfant. Et à l'époque, j'étais très malade. J'étais rarement au collège en fait, j'étais surtout à la maison avec des profs qui venaient à la maison, mais j'allais de temps en temps au collège et comme j'adorais la couture, on m'a donné la possibilité de suivre ce cours et j'ai décidé que je voulais faire un nounours, un ancien, donc un ours qui est articulé, qui peut bouger les bras et la tête, et donc je l'ai fait à la maison avec la machine à coudre de ma mère. Et quand je suis revenue au collège avec ce grand nounours dans mes bras, la prof, elle croyait pas que je l'avais fait moi-même. Mais tu l'as acheté où? Ah non, je l'ai fait. Non, elle croyait que ma mère l'avait fait. Ah oui. Et je fais une parenthèse, la technologie, aujourd'hui, c'est encore la même matière que celle que toi, enfin avec les mêmes disciplines à l'intérieur, Oui, qui est enseignée aujourd'hui au collège crois, en oui. Angleterre? Oui, je crois, oui. D'accord, parce que nous, technologie, ça n'a rien à voir. Enfin, si tu as des enfants qui sont scolarisés, la techno, c'est pas du tout ça, quoi. Oui, d'accord. Ouais, ils sont pas encore au collège, donc Ah ouais. ouais, ils sont jeunes. Ok. Et donc, ça a été le début finalement de cette aventure avec les ours. Oui. Comment t'as poursuivi après? J'ai poursuivi tout seul beaucoup parce que, comme j'ai évoqué tout à l'heure, j'étais malade à l'âge adolescente. Je suis tombée malade autour de mes 12 ans avec une maladie que je porte toujours aujourd'hui, qui s'appelle le myalgie encéphalomyélite. Un nom un petit peu difficile à comprendre, mais qu'on traduit souvent en disant une fatigue post-virale. Posturale? Post-virale. Ah, post-virale, pardon. Post-virale. D'accord. Un petit peu comme on a vu avec le Covid. Oui. Ces derniers. Sur les Covid longs, les personnes qui n'arrivaient pas à s'en remettre. Voilà. Donc j'ai un petit peu la même chose. Donc une maladie invisible. Voilà, c'est ça. Et donc j'étais beaucoup à la maison. J'ai raté la plupart de ma scolarité. Et ça a chamboulé aussi par la suite mes études que j'ai dû faire à mi-temps. Donc ça a duré 6 ans au lieu de 3. Et pendant ces temps-là, tout seul à la maison, il y avait toujours mes ours. Donc j'ai toujours créé mes ours pour le plaisir, pour offrir pour les autres. Mais petit à petit, j'ai peaufiné ma technique et mes capacités de créer. Et j'ai créé donc de mon adolescence jusqu'à mon entrée à la fac, quand j'avais 19 ans. J'ai arrêté parce que j'avais pas la place pour la machine à coudre et bon, j'avais autre chose à faire aussi. Oui. Mais j'avais créé 2 ours pour amener avec moi à la fac, que plus tard, quand je suis devenue jeune maman, mes parents m'ont ramené de l'Angleterre pour mon fils.
Et c'était à ce moment-là que, après cette pause d'à peu près 10 ans, je me suis rappelé que autrefois, je faisais des ours et j'avais très envie à l'époque de trouver un jouet pour mon fils qui était pas fabriqué en Chine, fabriqué en plastique, qui était vraiment fait éthiquement. Et à l'époque, j'en trouvais pas. Ou c'était hors prix pour moi. Oui. Donc c'est comme ça que je suis revenue sur le chemin des ours. Mais alors, pour toi, parce que tout à l'heure, tu as parlé d'ours de collection. Oui. Pour toi, ça reste quand même des jouets? Alors, il y a une petite distinction. Je crée des ours, que ça soit pour adultes ou enfants, de la même manière. Il y a juste quelques petits changements quand il s'agit pour un ours pour enfant. Donc, c'est des ours avec des matières nobles. Donc, j'utilise pas de tissu en acrylique ou nylon. C'est un tissu de mohair qui est issu du chèvre angora. Donc, dans une fabrique en Allemagne, c'est le seul qui existe toujours dans le monde. Il pique les fibres d'angora dans un tissu de coton et comme ça, on fait une fourrure qui est 100% naturelle. Donc, je crée à partir de cette matière et en rembourrage, j'utilise la laine des Pyrénées. D'accord. D'où le petit nom Woolen Hearted, qui veut dire cœur en laine en anglais. Et quand c'est pour enfants, au lieu d'utiliser des articulations métalliques ou en bois, j'utilise des articulations en plastique. Et pareil pour les yeux, j'utilise pas des yeux en verre. Et mes ours pour enfants, pour l'instant, c'est que mes enfants qui en bénéficient. D'accord. Mais je suis presque à la fin d'un parcours de les normaliser. Oui, c'est ça, les rendre, parce qu'effectivement, quand on crée des objets pour enfants, il faut qu'ils passent un certain nombre de normes techniques. C'est C'est ça. ça qui répond à des normes, et il faut les faire tester. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ok. Donc j'ai juste le passage de mes tissus en labo à faire et puis un petit test pour les yeux aussi. Mais sinon tout est. J'avais fait 2 prototypes l'année dernière qui ont été brûlés, tordus dans tous les sens, pesés. Enfin, les pauvres ours ont subi des misères. Oui, parce qu'effectivement, pour les enfants, et heureusement qu'on ne donne pas n'importe quoi aux enfants, notamment, oui, les yeux, c'est des yeux de sécurité, c'est ça? C'est ça. Comme ça que ça Oui, s'appelle? oui. Ouais. Et les articulations de sécurité aussi. Articulation de sécurité. Oui. D'accord. Ok. Je me souviens effectivement quand on avait échangé il y a déjà un petit moment, parce que ça fait longtemps qu'on avait dit qu'on ferait un épisode ensemble. Oui. Et justement, tu me disais que ce que tu évoquais par rapport à la maladie, ça avait évidemment une répercussion énorme sur la manière dont tu pouvais mener cette activité professionnelle. Parce qu'aujourd'hui, c'est ton activité professionnelle principale? Oui, oui, oui. Ouais. Je suis dans les débuts à nouveau, mais c'est mon activité principale, ouais. Oui. Donc, comment tu arrives à jongler entre ça? Et si je fais un petit peu le parallèle avec une histoire qu'on a déjà eue dans le podcast, qui est celle de Chloé, du compte, de la marque Du Bout du Doigt. Oui. Elle nous expliquait, donc elle est devenue malvoyante à la suite d'une maladie. Et donc, elle expliquait que il y avait, évidemment, il y a des périodes où elle était vraiment pas bien du tout physiquement, et que c'était très difficile pour elle de créer. Et puis des périodes où ça a été un peu plus facile, etc. Et donc elle arrive à produire, entre guillemets, un petit peu plus. Donc il y avait cet aspect-là déjà qui était intéressant pour sensibiliser les personnes qui sont pas confrontées à ça, et puis pour aussi dire aux personnes qui ont aussi des maladies lourdes à gérer, ça peut être un exemple aussi pour elles. Oui. Et puis le deuxième angle, et après je te laisse parler, le deuxième angle, c'était sur la partie création de son activité au niveau juridique.
parce qu'elle bénéficiait d'un certain nombre d'aides liées à son incapacité de travail. Enfin, c'est pas forcément les bons termes, mais mince, je trouve plus le terme. Non, bah, je trouve plus le terme. Oui, oui, je vois Bon, ce que tu veux dire. voilà. Et Oui. donc, du coup, c'était si je crée une entreprise et que j'ai des revenus, ben, je vais perdre ces allocations liées à son handicap, à sa maladie. Et donc, il y avait enfin, voilà, c'était vraiment pas simple pour elle à gérer. Donc, elle a fini par trouver et aujourd'hui, elle est dans le cadre d'une association. Ah, d'accord. Ah, je savais pas ça. Voilà. D'accord. Ouais, Ouais. j'avais suivi avec beaucoup d'intérêt cet épisode Ouais. quand il est sorti. Ça m'avait beaucoup parlé. Et Mm. oui, comme tu dis, c'est une partie très importante de ce que je fais et de ce que je communique aussi sur les réseaux sociaux, c'est de vraiment essayer de montrer que bah moi aussi j'ai envie de créer, j'ai aussi envie de d'être à mon compte, et pourquoi pas moi, parce que Mm. j'ai j'ai évoqué tout à l'heure que j'étais étudiante en lettres, donc à la base je voulais être linguiste. Mon rêve c'était d'être soit traductrice ou professeur de langue. Et Ouais. j'ai eu la possibilité après mes études de tester pendant 2 ans cette activité. Donc je faisais les deux, traduction D'accord. et cours. Mais assez rapidement, malheureusement, le rythme est devenu trop important pour moi et Mm. j'ai dû arrêter il y a 10 ans maintenant. Et Ouais. c'était une période avec beaucoup de tristesse et beaucoup de frustration, parce que je savais que j'étais capable de faire ce métier. Mm. J'étais assez bon à ce métier aussi, mais c'était frustrant d'avoir à nouveau des obstacles créés par la maladie. Et puis par la suite, c'est invité aussi dans ma vie les débuts de dépression. Et à l'époque, je pensais que je faisais un burn-out, mais en fait, je sais aujourd'hui que c'était le début d'une bipolarité. Donc D'accord. j'ai un double double sac à dos de Ouais. maladies invisibles qui ont fait que voilà, la vie n'est pas toujours facile. C'est deux maladies qui fluctuent beaucoup, beaucoup de fluctuations, beaucoup de changements selon la saison, selon la période de l'année. Mais au centre de tout, j'ai mes ours et j'y tiens vraiment. Je vais pas les lâcher, quoi. C'est vraiment la Mm. chose qui me inspire, qui m'anime. Et et donc, je me suis dit, j'ai mis beaucoup de temps à réfléchir après cette première expérience d'entrepreneuriat. Est-ce que je pourrais reprendre? Est-ce que je pourrais mener une entreprise créative au lieu de ce que je faisais avant? Parce que ça me semblait plus gérable Oui. de faire. Disons que tu pouvais le faire à ton rythme. Voilà. Ouais. C'est ça qui me Parce que, manquait la dernière ouais, fois. les cours, bon, bah, si tu as un cours prévu lundi à 17h, c'est compliqué, effectivement, de gérer avec ses engagements. Oui. Ouais. Et surtout les traductions. Parce que les traductions, ils tombaient toujours du jour au lendemain. Ah ouais, Il fallait les faire dans une vitesse impossible. Et d'accord. quand je suis devenue maman aussi, je me suis dit, bah, j'ai pas envie de passer toute ma Mm. nuit à traduire pour prendre un travail le lendemain, ce que j'avais fait avant. Mais Ah ouais. oui, j'ai mis beaucoup de temps à réfléchir sur ce que je voulais faire comme activité créative. Je suis tombée un petit peu dans la laine il y a 10 ans à la suite de mon, je vais dire burn-out. Et j'ai rencontré des acteurs et des actrices de la filière laine en France, et ça m'a énormément inspirée de rencontrer ces gens et de voir des gens qui osent faire des choses contre-courant, qui cherchent un autre monde, qui veut rendre le monde plus coopératif, plus éthique, plus local. Et j'avais vraiment envie de les rejoindre. Et au début, je pensais à teindre la laine avec des plantes ou à faire du filage, parce que c'est une autre passion à moi.
Mais j'ai vu assez rapidement que je risquais à nouveau de m'épuiser parce qu'il fallait produire. Et puis voilà, les ours sont revenus dans ma vie et j'ai vu que je pouvais à la fois travailler mon rythme, mais aussi travailler avec la laine locale et de valoriser la laine d'une autre manière. Et aujourd'hui, c'est vraiment, je suis fière de pouvoir montrer que il est possible pour moi de créer des belles choses et de faire des belles aventures malgré tout ce que je partage ma vie avec. Ouais, c'est chouette. Ouais. Et sur les maladies invisibles, le propre de ces maladies, c'est qu'elles se voient pas pour le commun des mortels quand on me croise dans la rue, etc. Oui. Qu'est-ce que si là tu vois, comment dire? Je me dis, comment tu pourrais nous sensibiliser à apporter un regard plus doux. Tu vois, à quoi ça ressemble ton quotidien Oui. et comment on pourrait tous un peu collectivement être un petit peu moins idiots des fois ou impatients ou tu vois, à ne pas comprendre. Comment on pourrait un peu s'ouvrir l'esprit sur le sujet? Oui, pour la sensibilisation, c'est ce qui m'arrive assez souvent, c'est quand je suis obligée de passer dans la caisse prioritaire, par exemple, ou dans le passé j'ai eu le badge bleu, c'est les regards des autres, parce que forcément on voit arriver une jeune femme qui a l'air d'être en forme, et pourquoi elle est là, pourquoi elle a besoin de cette aide. Et en fait, je trouve que je porte des lunettes, par exemple, et là, sans mes lunettes, je peux pas voir. Donc ça, c'est un aide pour moi. Sinon, je peux pas conduire, je peux pas travailler, je peux rien faire. Et pour moi, c'est comme ça aussi la caisse prioritaire ou l'espace de parking prioritaire. Enfin, c'est des exemples un peu du quotidien. Mais par rapport à mon quotidien, j'ai les deux maladies qui sont parfois un petit peu à l'opposé. J'ai l'une qui me fatigue beaucoup et qui rend les tâches de quotidien assez lourdes et assez difficiles. J'ai mon mari à la maison en tant qu'aidant en ce moment parce que j'ai eu la santé pas du tout stable depuis 2-3 ans. Et donc, il m'aide beaucoup et dans tout ce qui est simple comme la vaisselle, enfin toutes les tâches que j'aimerais pouvoir faire de mon côté. Parfois, je suis alitée pendant plusieurs mois, voire des années. J'ai déjà eu ça quand j'étais adolescente. Et donc, il y avait ma mère qui devait arrêter de travailler, qui s'occupait de moi. Et j'avais donc la vie sociale qui n'existait plus, les loisirs qui n'existaient plus. Donc, ce qui m'a beaucoup aidé en fait, c'est quand les gens savent que j'ai une maladie chronique, c'est de juste être un bon ami en fait. Est-ce que je peux passer te voir? Est-ce que je peux t'envoyer une lettre? Est-ce que je peux te téléphoner? Ça aide beaucoup en fait. Parce que je pense quand on parle de maladie invisible, l'invisibilité, il y a le côté administratif où on doit lutter tout le temps pour avoir des aides, pour être connu, être légitime, même avec les médecins, tout ça, c'est pas évident. Mais le côté isolement aussi, et ça c'est peut-être plus dur à supporter parce qu'on est isolé de la société, on peut pas forcément être dans la vie active. Et je sais que en tant qu'étrangère en France, pour trouver ma place, souvent la place se trouve dans l'emploi. Et j'avais pas ça au début. Et ça m'isolait beaucoup des autres aussi. Mais voilà, je pense juste d'être à l'écoute de la personne et puis poser des questions aussi. Ça dérange pas.
Ouais, ne pas être dans le jugement Oui, quand effectivement on voit quelqu'un passer à la case prioritaire, en disant bah pourquoi ou voilà ou effectivement tu parles des places de parking aussi. C'est vrai que très bêtement quelque part, si on voit pas quelqu'un en fauteuil sortir d'une place de parking handicapé, oui, on dit bah pourquoi? oui. Et ce qui est assez idiot. Et moi, ce qui m'a sensibilisée aux maladies invisibles, c'est quand je me suis fait opérer de l'arthrose, j'ai porté des béquilles, enfin porté, j'ai utilisé des béquilles pendant 1 an et demi. Et, c'est vraiment ça qui m'a fait prendre conscience que moi, mon handicap temporaire était visible Mm, et que il y a un certain nombre de fois où j'ai pris mes béquilles pour justement montrer aussi que j'avais ces difficultés de marcher et de tenir debout. Alors je le faisais parce que j'en avais besoin, oui, mais j'avais aussi besoin finalement que l'entourage, pas mes proches, mais que l'entourage le voit, oui. tu vois. Et après, je perçois bien aussi le côté malade, où c'est difficile d'avoir ce statut de quelqu'un qui est malade. Oui. Et pour finir sur le sujet, il y a eu une période où j'ai eu une inflammation gynéco pas cool et j'ai passé une semaine à l'hôpital et donc j'ai repris le travail avec un mi-temps Mm, thérapeutique pendant 1 mois et demi ou 2 mois, je crois, ou peut-être même un peu plus, je me souviens plus. Il y a quelques années déjà et c'est là où j'ai pareil compris ce statut de d'être malade. oui. Et tu vois, et pendant le mi-temps thérapeutique, bah, tu te sens encore malade et c'est quand ça s'arrête, Mm. bon bah c'est bon, j'ai plus ce statut, tu vois ce que je veux dire? Oui, 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 oui. Voilà, et c'est des choses quand on n'y est pas confronté soi-même, c'est que, Mm. enfin, toutes les expériences dans la vie, on se rend pas compte. Oui. Oui, oui. Bah, c'est quelque part la deuxième partie de mon travail en fait, de Mm, créer des nounours. J'essaie, enfin, j'ai pas fait ça exprès au début, mais ça s'est venu naturellement que sur les réseaux sociaux, par exemple, quand je mets une jolie photo du nounours tout mignon, souvent en bas de page, je vais marquer des choses assez intimes sur mon quotidien. Et parce qu'il y a beaucoup de personnes en fait atteintes de maladies chroniques qui sont actives sur les réseaux sociaux. C'est vraiment leur vie sociale. Et ça m'a permis de tisser des liens avec des gens partout dans le monde. Donc on s'aide, on se parle, et puis ouais, qui ont les mêmes sensibilités. oui. Et puis pour le côté bipolarité, c'est une diagnostic assez récente dans ma vie, même si les troubles datent il y a un petit moment. Il y a tout un stigma à briser aussi autour de ça. Mm, La première fois on s'est échangé à propos du podcast, j'étais à l'hôpital psychiatrique, par exemple, et mm, je suis restée 3 mois cette année. mm, Et j'ai montré mon quotidien, enfin, quand c'était approprié, j'ai montré un petit peu ce qui se passait pour moi parce que tout ce qui est psychiatrie, je crois qu'on a très peur. ouais, Euh, et finalement, enfin, le lien pour moi avec ce que je fais en tant que noursière, comme m'appelle une amie, c'est un beau mot, noursière, j'aime beaucoup. c'est que un ours, que ça soit pour un enfant ou un adulte, c'est un objet de confort. Ouais, protection, Pour, de hug, ouais. ouais. Et donc, ça me dérange pas du tout de montrer les jours où ça va pas bien Mm, en story, où je mets des photos de moi au lit pour montrer un petit peu, bah voilà, hier j'étais en pleine forme, mm, j'ai réussi à travailler, mais aujourd'hui ça va pas du tout aujourd'hui. ouais. Et je trouve que c'est important, c'est ce double travail en fait. Enfin pour moi en tout cas. Ça, Ouais, non mais bah, je comprends. En fait, c'est aussi grâce à ce partage d'expériences qu'on grandit tous mm, et qu'on est sensibilisé à tout ça, parce que sinon on reste un peu idiot. Et quand je dis idiot, je veux dire con en fait. Hein, c'est juste pour être poli. On reste tous un peu cons avec nos préjugés, avec nos jugements un peu hâtifs. mm, Et je pense que ça nous est tous arrivé mm, d'avoir ce type de réflexion. Oui, vraiment idiote, parce que bah, des fois, c'est aussi un peu comme ça qu'on a
pas été éduqués, mais que, en tout cas, que la société nous donne à voir certaines choses. Et donc, en fait, on a, tu vois, comme si on avait, je trouve pas le terme, mais comme si on avait intégré ça et que voilà, il y a plein de préjugés qui ont un peu la vie dure. Et en fait, c'est simplement, enfin, moi, je trouve qu'il y a plein de choses dans la vie où c'est simplement, effectivement, comme tu disais, la peur. Par exemple, sur les problèmes psychiatriques. C'est juste la peur, en fait, qui nous fait avoir tous ces problèmes relationnels. Oui. Pourquoi on a, enfin, tu vois, tous les problèmes de racisme, etc., c'est aussi ça. C'est juste la peur de l'autre parce qu'en fait, on ne comprend pas, parce que ça est trop éloigné de ce que nous, on est, et des valeurs qu'on a reçues, ou de l'éducation qu'on a reçue, ou de ce qu'on a vu, etc. Et que finalement, quand tu commences à discuter simplement avec les gens, bah, là, il y a un autre regard qui s'ouvre et tu dis, ah, bah, en fait, oui, ça peut être différent de ce que je pensais. Oui. Ou ce qu'on m'a montré avoir pour l'instant, jusqu'à présent. Et, ouais. Et tes enfants, ils portent quel regard sur à la fois ton activité et à la fois ton quotidien, qui n'est peut-être pas celui, qui n'est pas forcément le quotidien de leurs copains? Oui, donc mes enfants, ils ont 8 et 4 ans. Et pour l'instant, ils sont émerveillés par ce que je fais. C'est très difficile des fois de pouvoir créer un ours qui va être à la vente parce qu'il veut garder tout le monde. Et d'ailleurs, l'autre jour, il y avait ma fille qui était malade, donc qui dormait dans notre lit, et puis c'était rempli de mes ours à la fin de l'année parce qu'elle avait besoin de tout le monde. Et puis même mon atelier qui est dans ma chambre, dans notre chambre, j'ai l'impression pour eux c'est une sorte de mercerie magique parce qu'il y a des fils de broderie, il y a de la dentelle, il y a des boutons, il y a tout. Donc ils adorent venir, ils adorent être sur mes genoux et coudre avec moi. Donc j'ai fait participer beaucoup les enfants dans ce que je fais. Et si j'ai très envie de développer le côté ours pour enfants, c'est grâce à eux aussi, parce que je vois que ça leur plaît beaucoup, et c'est assez différent des doudous qu'on trouve en commerce, surtout en France, j'ai l'impression. Donc j'ai eu beaucoup de retours de parents qui voient mes photos et qui disent oh ouais, j'aimerais bien en avoir aussi pour ma fille. C'est très différent, c'est très british. Oui, oui, c'est vrai. Il y a ce côté-là. Mais par contre, combien ça te prend de créer un ours? Parce que j'imagine que ça se fait pas en un claquement de doigts. Donc, est-ce que c'est aussi pour ça que tu considères tes ours comme étant des ours de collection, parce que ils vont avoir un certain coût de revient, entre guillemets, pour toi? Est-ce qu'ils ont c'est un temps que tu passes sur leur création qui est assez long, j'imagine? Oui, Comment tu gères ça? Donc c'est entre 6 et on va dire 20 heures de travail, selon la taille, le modèle, le style. Et la matière première assez coûteuse aussi. Le tissu de mohair. Surtout avec les choix que tu fais, voilà. Oui, il coûte minimum 90 € le mètre. Ah ouais. Donc c'est pas rien. Ah non, c'est pas rien. Ouais. Alors pour les non couturières, un tissu acheté dans une mercerie classique sans qualité de tissu particulièrement éthique, etc., c'est entre 9 et 20 € le mètre, on va dire. Donc 90, ouais. 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 C'est pas, donc il faut pas se tromper quand je coupe. Par exemple, des fois j'ai les mains qui tremblent un peu. Ouais, tu m'étonnes. T'as l'impression d'avoir de l'or dans les mains, littéralement, quoi. Oui, voilà. Non, mais ça m'aide aussi à pas trop gaspiller, ce qui est chouette aussi. Oui, donc en fait, alors les ours pour enfants, ça a venu aussi du fait que dans mes premières commandes il y a quelques années, les gens me disaient je vais devenir grand-mère pour la première fois, j'aimerais offrir un ours à mon petit enfant qui va naître, et parce que moi j'en avais un aussi, et
Parce qu'en fait, un point fort, même si ça coûte très cher, c'est de ce tissu, c'est que ça dure vraiment très longtemps. Les ours qu'on trouve d'occasion sur le bon coin, les ours vintage aujourd'hui, ont plus de 100 ans parfois et ils sont toujours en plus ou moins bon état. Donc l'idée à la base, c'était de créer des ours de collection pour adultes, parce que bizarrement que ça peut paraître, il y a tout un monde de gens partout dans le monde qui collectionnent des ours comme je crée. Et eux, ils peuvent être vendus entre 200 et 800 euros. Ah ouais. Selon la créatrice, l'artiste. On parle d'artiste d'ours, en fait. Je me sens pas encore artiste. Peut-être ça va venir. Tu as le statut d'avant, noursière. Oui, voilà. Et qu'est-ce que j'allais dire je sais plus ce que j'allais dire. En tout cas, donc les ours ont un certain coût de fabrication Oui. et donc un certain prix de revente. Est-ce que toi, tu arrives à être à l'aise avec ces prix-là? Parce que souvent, on a un petit peu du mal à mettre la vraie valeur des choses Oui. sur nos créations, parce qu'on les a faites avec le cœur, on a envie qu'elles s'achètent, etc. Et donc, nécessairement, on a tendance un peu à sous-estimer la valeur des choses. Oui, c'est vrai qu'au début, quand je testais l'activité, il y a quelques années, quand j'avais encore mon statut de linguiste, je trouvais ça dur. Mais j'ai un peu esquivé ça en créant des ours vraiment très petits, des ours de poche, qui coûtaient beaucoup moins cher à fabriquer, et ça m'a permis aussi de vraiment explorer les matières et de mieux comprendre comment ça marche le mohair, parce que quand j'étais ado, j'avais les mêmes patrons et les mêmes techniques, mais c'était pas avec du tissu qui coûtait 90 euros. C'était du tissu de commerce qui était pas très cher. Donc je pense que pour moi, c'était un chemin de petit à petit. Je grandis en estime de moi et en confiance en moi. Et ça m'aide aussi, pareil, les réseaux sociaux. Il y a beaucoup maintenant, c'était pas le cas quand j'ai commencé il y a 8 ans, mais maintenant, il y a beaucoup d'artistes ours, donc des concerts partout dans le monde. Et ça m'aide de voir que si moi je sous-estime mon travail, je sous-estime leur travail aussi. Et j'ai pas envie de faire ça. Donc et puis les gens qui achètent, pour la plupart c'est des femmes, je crois, jusqu'à présent. Mais on me raconte toujours, il y a toujours un moment autour de la vente où on va m'écrire des petits mots pour me dire voilà, je suis tombée amoureuse de cette ours, est-ce que je peux l'acheter? Je fais des économies depuis 2 ans pour acheter un de tes ours. Et puis quand l'ours arrive chez eux, on m'envoie des photos. Donc c'est vraiment, c'est pas juste un produit, c'est un produit un peu avec un âme. Oui, c'est de la consommation raisonnée, quoi. Oui. Ouais. Donc tes clientes, elles font un choix vraiment éclairé. Elles te suivent sans doute sur le long terme. Oui. Et puis un jour, elles commandent. Oui, c'est ça. C'est chouette. Oui. Et aujourd'hui, tu vends comment? T'as un site internet parce qu'il y a un truc que je précise que je précise pas forcément toujours, mais que j'ai pas précisé avant de lancer l'enregistrement, c'est que j'aime pas trop faire 3 heures de recherche sur mes invités. Il y a ce que je connais d'eux, de ce que j'ai vu, de ce qu'on a échangé ensemble, etc. Oui. Et donc parfois je le précise parce que je veux pas que ce soit pris comme un manque d'intérêt. Oui. Simplement que j'aime découvrir en fait Oui. sur le moment présent. Oui, oui. C'est chouette. Donc aujourd'hui, tes ours, tu les vends comment? T'as un site internet, tu les vends sur Insta? Ouais, j'ai une boutique Etsy que j'utilise plus trop, mais c'était pour débuter, c'était super il y a quelques années. Actuellement, c'est surtout par Insta. Les gens me contactent quand ils voient un ours et
parfois c'est un peu deux ou trois personnes veulent le même en même temps, donc c'est pas toujours évident. Mais avec mon mari, on est en train de mettre sur mon site web un boutique en ce moment. Ce qui est assez prise de tête, mais finalement j'aime aussi tout ce côté informatique. Enfin, je découvre et c'est assez passionnant aussi, même si c'est parfois très frustrant. Ah ouais, c'est certain. Bon, après, c'est comme le côté artistique où des fois on n'arrive pas à faire ce qu'on veut, mais là c'est un peu pareil. Oui. Il y a des fois où on dit mais pourquoi ça marche pas comme je voudrais? C'est quand même simple ce que je veux. Ouais, et puis je vois, c'est un autre élément de ce que c'est d'être créatrice en fait. C'est pas juste créer, c'est tout le reste qui va autour qui est important aussi. Et je pense qu'il faut quand même aimer ce côté-là aussi. Oui, l'intégralité des domaines sur lesquels il faut intervenir. Après, c'est sûr que, enfin, j'ai l'impression que tout le monde a compris que maintenant il n'y a pas que la création, il y a tout le reste. Et en même temps, on a toujours envie quand même de concentrer notre énergie et nos ressources, notre temps sur ce qui nous plaît le plus. Mais effectivement, bon bah voilà, en début de mois, faut faire sa compta, par exemple. Voilà, Alors compta plus ou moins importante, hein. En micro-entreprise, par exemple, la compta est quand même très très limitée. C'est plutôt la déclaration SAF, etc. Mais oui. C'est déjà, il faut y penser. Par contre, c'est pas toujours évident de s'y mettre, mais oui, c'est ça. Et après, bon, un rappel dans le calendrier. Mais moi, quand j'étais pas à 100% sur cette activité, j'avais tendance toujours à le faire au dernier moment. Tu vois, je m'étais mis un rappel le 28 du mois, alors qu'en fait, tu peux quand même le faire à partir, je sais pas, généralement, je sais pas à quel moment ils ouvrent exactement la déclaration pour le mois précédent. Mais genre peut-être à partir du 5 ou du 3, je sais pas précisément. Donc en fait, il y a quand même beaucoup de temps pour le faire, mais je le faisais toujours à la dernière minute, quoi. Et ça m'est même arrivé 2 fois de le faire en retard. Mais bon. Et toi, aujourd'hui, tu es sous le statut de la micro-entreprise? Oui, c'est ça. Oui. Donc ça fait 1 an que je suis à mon compte là, avec le chambre de métiers d'artisanat. Et j'avais fait l'année dernière 2 formations avec la CMA pour l'installation, pour justement pour apprendre tous les côtés gestion que j'avais trouvé vraiment très chouette. C'était très utile, même si j'étais la seule créatrice dans la pièce parmi des mécaniques et des artisans. Ah oui. Et des boulangers, ça n'a rien à voir. Et tout le monde rigolait de moi quand je présentais mon activité. Et on m'appelait Madame Nounours à la fin de l'histoire. Pourquoi ça leur semblait complètement secondaire par rapport à eux qui ont une activité très, je sais pas comment dire, très même pas concrète, c'est pas ça. Les ours aussi ils sont concrets. C'est peut-être des choses plus connues, plus conventionnelles. Voilà. Oui. Mais il y avait une information qu'on m'a passée qui était vraiment précieuse, c'est que quand on est en situation de handicap, on peut bénéficier d'un suivi d'installation avec le BGE et qui peut amener aussi à une aide financière assez importante qui est financée par la GFIP. Et c'est pour aider les jeunes créateurs d'entreprises en situation de handicap de démarrer leur activité. Donc j'ai commencé la suivi et ça se passait vraiment très bien. C'est juste que malheureusement après j'étais vraiment pas en bonne santé, donc j'ai dû arrêter et j'étais un petit peu impatiente d'avoir mon statut symboliquement l'année dernière parce que ça faisait 20 ans que j'avais commencé à faire les ours en 2002. En 2002. Donc j'avais envie d'avoir le début de statut l'année dernière. Mais c'était bien, j'avais une sorte de coach avec le BGE qui m'a aidé à rédiger un business plan, à faire une étude de marché. On avait des appels par Skype pendant plusieurs mois et puis j'étais en train en fait de monter un dossier pour la GFIP pour avoir cette aide financière que finalement j'ai pas conclu. Mais d'accord, donc là tu l'as pas eu. Non, mais c'était mon choix. J'avais envie de je trouvais ça un petit peu trop lourd à l'époque avec ma santé.
de D'accord. continuer le suivi parce que j'avais des devoirs toutes les semaines et Ouais. c'était vraiment bien à l'époque où j'avais commencé, mais c'était un petit peu difficile à la fin. Et tu penses que tu pourrais reprendre ou c'est... Alors la seule condition, c'est qu'il faut le faire avant d'avoir démarré. Ah d'accord, donc là Donc c'est trop tard. ouais, c'est trop tard pour Ouais, moi d'accord. maintenant. Et finalement, comme ça fait déjà des années que je travaille dessus, j'avais plus ou moins tout mon matériel déjà, Ouais. donc il n'y avait pas forcément besoin Ouais, de de cette aide financière au ouais. départ. J'aurais Ouais. bien aimé une nouvelle machine à coudre, par exemple, mais à part ça, Mm. c'était pas forcément nécessaire. Donc, Ouais. mais je trouvais ça vraiment chouette comme on parle, et il y avait au CMA des Hautes-Pyrénées, il y avait vraiment beaucoup de soutien dans ma situation. Donc je conseille ceux et celles qui veulent peut-être démarrer une activité de voir leur CMA, parce que les conseillères sont vraiment très chouettes. Et par rapport à mon activité d'il y a 10 ans, quand j'étais linguiste, où j'ai fait mon inscription à URSAF tout seul et après j'étais lassée dans la nature, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de formation, beaucoup d'aide et de suivi, accompagnement, qui est Ouais, vraiment c'est très vrai. chouette. Et qui sont gratuites pour le coup. Oui, gratuit, ouais. Hein, tout l'accompagnement de la CMA. Oui. Les BGE, je me souviens plus si c'est payant ou si c'est gratuit. Ce que j'ai fait moi, c'était gratuit. C'était gratuit, Donc, d'accord. ouais. Et il fallait être envoyé par Pôle emploi, il me semble. D'accord. Mais à part ça, c'était très facile. Ouais. Ouais. Bon, c'est chouette. Oui. Comment tu vois évoluer ton activité de noursière avant d'être artiste? Oui. Bah, j'espère tout simplement que avec ma santé qui commence à stabiliser un petit peu, Mm. que j'aurai plus de temps, plus d'énergie pour m'y consacrer. Et parce qu'il y a plein de choses que j'ai envie de faire. J'ai très envie de lancer un patron aussi pour celles qui ne veulent pas acheter mais qui me suivent et qui veulent créer Faire. elles-mêmes. Parce Ouais. qu'apparemment, je donne envie aux autres de créer. Donc ça va être mon travail de l'année prochaine, de monter un patron avec beaucoup d'informations sur mon blog et sur YouTube, comment faire les techniques et presque un livre en fait. Je crois que je vais finir par écrire, mais oh oui, et puis si je peux continuer d'en fabriquer, d'en vendre, ça me ferait plaisir. Parce que pareil, mes ours quand ils partent, il y a très peu qui restent en Europe finalement ou en France. Ah ouais? Donc j'ai des ours, j'en ai pas encore en Asie, mais j'en ai en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud, Canada, Amérique. Donc ça, c'est comme si une part de moi voyage avec eux. Et je Mm. trouve ça chouette. Ouais, c'est clair. Mais ça te fait pas peur de les envoyer si loin? Par rapport au problème de transport? Si, j'ai toujours un Ouais. moment de stress. Ah, c'est, tu m'étonnes. Est-ce que ça va Arriver marcher? jusqu'au bout? Ouais. Ouais, ouais. Donc quand ça arrive et on m'envoie une photo, je suis très rassurée, ouais. Ouais, Ouais. tu m'étonnes. Ouais. Et t'arrives à en fabriquer combien dans l'année? En moyenne? Ou ça dépend vraiment. Je peux en fabriquer minimum 4 par mois. Donc D'accord. ça fait, je sais pas combien ça fait. 4 fois 12, 48? Ouais. Je dis pas de bêtises? Ouais, c'est ça. Mais ça c'est si je fais des grands ou des petits aussi. Ouais, Les gens ouais. ils aiment bien les petits qui sont Mm. assez rapides à fabriquer. Même si je les couds à la main, je fais pas à la Ouais, machine pour les petits. ouais. Comment tu gères cet aspect de production, entre guillemets? Donc production dans le sens où il y a un moment donné, tu te dis, bon, bah, si je veux en vendre et donc avoir des revenus de cette activité, il faut que j'en produise, j'en crée, hein, des ours. Euh, Est-ce que tu arrives, peut-être que tu vas me dire ça dépend. Est-ce que tu arrives à te dire, allez, c'est bon, là par exemple, bah, j'en ai fait, tu vois, on est le 20, j'en ai fait qu'un ce mois-ci, allez, je me motive, etc. Ou est-ce qu'au contraire, tu es à fond à t'écouter, dire, bah non, tant pis, là, ce mois-ci, ça va pas, donc je fais vraiment à mon rythme et, et tant pis, entre gros guillemets, pour le reste. Ouais, non, c'est le 10e.
Il faut m'écouter parce que sinon ça va pas être gérable. Donc ça a été un long travail sur moi d'en arriver à pouvoir m'écouter. Et je sais aussi par le passé que quand je me force à en créer, c'est toujours raté en fait. Ma mère m'a donné un super conseil quand j'étais plus jeune par rapport à la couture, c'est d'arrêter avant d'être fatiguée. Et je crois que c'est vraiment important en fait pour moi dans mon cas parce que je fais toujours des erreurs quand je suis trop fatiguée. Et justement comme ça porte un prix assez élevé, il faut que ça soit un travail de qualité. Donc pour moi c'est la qualité qui prime sur la quantité en fait. Mais c'est pas évident, c'est pas non. C'est pas ça qu'on nous dit à OCMA par exemple. Ah bah oui. Mais je pense que c'est là où pour moi c'est juste une question de confiance en ce moment de pas pouvoir m'appeler artiste, mais je crois que ça va vers ça. Parce qu'un artiste va prendre le temps que l'inspiration vienne et parce qu'il y a des périodes où je peux rien créer du tout. Pendant cette année, par exemple, je pense que j'ai dû créer peut-être une dizaine d'ours en tout. Mais je suis vraiment satisfaite de mon année parce que chaque ours c'est un pas vers quelque chose, même si c'est juste un pas seul. Et je pense que si je voulais faire la prod à fond, j'aurais choisi autre chose que des ours de collection parce que j'ai envie que ça dure aussi. J'ai envie que si je crée un ours pour quelqu'un, que peut-être dans 50 ans, cet ours va toujours être dans la famille. Et je veux du coup que c'est durable dans le sens où ça va pas juste tomber en panne. En lambeaux. Donc je pense que mais c'est cette activité qui m'aide aussi. Je trouve ça il y a la lenteur dans ma vie que je n'ai pas choisie, mais cette activité m'aide à voir que la lenteur c'est vraiment un tout en fait, et ça m'aide à changer un petit peu mon point de vue sur ce que je vis. Comme une thérapie aussi qui t'aide à aller mieux. Oui, ouais, c'est surtout d'abord une thérapie et une sorte de capacité d'action aussi. Ça, c'est quand on est malade chronique, surtout quand c'est invisible, on se sent vraiment incapable dans beaucoup de. Enfin, on parle d'incapacité, par exemple, beaucoup dans le langage du handicap et créer pour moi c'est en anglais on parle de agency, on parle de pouvoir de créer, d'agir, et pour moi c'est ça, et je remercie ce travail tous les jours de me fournir ça, parce que c'est précieux. Ouais, c'est chouette. C'est très chouette. Pour conclure, Fran, de quoi tu es la plus fière? Le plus fière. Je pense juste de continuer tous les jours, d'y aller pas à pas, tous les jours, et d'aller vers quelque chose de très positif, de chercher de réussir à trouver du positif dans mon quotidien, en fait. Eh ben, écoute, c'est parfait. C'est cool, hein, tout ce que la création permet de faire et de dépasser comme problème et d'être là pour nous, en fait, aussi. C'est ça, quelque part. C'est quand on n'est pas bien, on sait que. Et pas bien, ça peut être juste les petits trucs un peu pénibles du quotidien ou effectivement des maladies chroniques, comme tu l'exprimais. Et à chaque fois, la création est là pour nous. Oui. C'est clair. C'est ça. C'est chouette. Et ben, écoute, merci beaucoup, Fran, pour tout ce que tu as partagé avec nous, qui fait quand même partie un peu de l'intime. Et c'est jamais évident de se dévoiler. Donc, merci beaucoup. Merci de m'avoir écouté.
Avec grand plaisir. Et puis on te retrouve sur Instagram. Oui. Ouais. Ouais, c'est ça. Super. Merci beaucoup, Fran. À bientôt. Ouais, merci. Au revoir. Me revoici. Vous pouvez donc retrouver Fran sur son compte WoolenHearted sur Instagram et sur son site woolenhearted.com. Je suis sûre que Fran appréciera de recevoir vos messages à la suite de l'épisode si vous le souhaitez. Je la remercie encore une fois de sa transparence, de sa sensibilité et de son partage. De mon côté, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram ou sur mon adresse email podcastfemin@gmail.com ou via également ma newsletter, c'est aussi un lieu d'échange. Je l'ai lancé en toute fin d'année et je vous invite vivement à vous inscrire. C'est évidemment gratuit et je vous l'adresse le mardi dans votre boîte email. C'est encore mieux qu'Insta, notre lien est plus direct. Vous pouvez consulter d'ailleurs les newsletters précédents pour voir ce que j'y raconte. Cet email, c'est l'occasion d'une petite plongée dans les coulisses du podcast avec les noms des prochains invités, des réflexions sur les épisodes en cours, sur des pensées plus personnelles, des conseils sur l'entrepreneuriat créatif, des partages d'autres podcasts ou de livres. Bref, un mélange de tout ce qui me passionne au quotidien. Vous trouverez le lien d'inscription un peu partout, sur mon site podcastfemin.fr, dans ma bio Instagram ou directement sur podcastfemin.substack.com. Alors, Substack, ça s'écrit S-U-B-S-T-A-C-K, substack.com. C'est une plateforme très éditoriale pour les newsletters, beaucoup plus éditoriale que marketing. Avant de vous laisser partir, je voulais vous glisser 2 mots sur le podcast Cultura Créa que j'anime depuis 2 ans pile. Comme dans Femin, je partage avec vous mes rencontres avec tous ces passionnés qui font vivre les arts créatifs. J'ai reçu ces derniers mois de nombreux créatifs que vous connaissez sans doute déjà, comme Lulu Compotine, Julie Robert, Juliette Michelet, Milucia, Tous les mots doux, Fuchsia d'Enfer, Atelier Paolo, Chaumière Oiseau et encore plein d'autres. Des rencontres chouettes que je vous invite vivement à écouter dès maintenant. Donc pour écouter le podcast, je vous donne rendez-vous sur votre plateforme de podcast préférée ou directement sur culturacrea.fr. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, n'oubliez pas de toujours prendre un moment dans votre quotidien pour créer. Je vous embrasse, à bientôt.